Bonjour à toutes et à tous les investisseurs CLF, donc pour ce point de marché du dimanche 12 septembre 2021. Donc un petit point pour vous un petit peu vous récapituler sur ce qui s'est passé cette semaine et sur ce qui pourrait voilà sur ce qui pourrait nous attendre dans les prochaines semaines. Alors, il y a une actualité assez chargée, hein, donc on va balayer les quatre types d'actualités qui se sont déroulées cette semaine. Alors on va d'abord commencer par l'actualité monétaire, avec des banques centrales qui sont toujours officiellement, en tout cas, ce qu'on appelle market dependent. Donc là, il y a eu le focus sur la Banque centrale européenne, hein, qui s'est réunie ce jeudi 9 septembre et qui a indiqué que le rythme des rachats ne sera plus à un rythme significativement élevé, mais sera revu modérément à la baisse compte tenu des conditions financières. Donc cette annonce est déjà observée en pratique, hein, car la BCE a réduit de 80 à 65 milliards d'euros ses rachats d'actifs, hein, donc le programme PEPP, depuis le début août. Donc selon la BCE, il s'agit d'un recalibrage et non d'une réduction équivalent à un tapering. Donc là encore, hein, donc Christine Lagarde a beaucoup modéré, hein, ses propos, hein, elle a insisté en précisant que le PEPP ne se terminerait que si les conditions financières étaient jugées acceptables, donc aucune discussion n'a été entreprise pour les prochains mois, et notamment sur la fin du PEPP, a priori prévu pour mars 2022. Alors la seconde nouveauté, c'est que la BCE a supprimé de son communiqué la mention à l'objectif de stabilité des prix. Donc, disons, cela confirme que la stabilité financière, en gros, que voilà, la Banque centrale, elle essaye un petit peu de modérer, de minimiser quelque part le risque inflationniste. Et d'ailleurs, le troisième point, hein, Christine Lagarde a laissé entendre que l'inflation en zone euro ne serait que temporaire, dans la foulée d'ailleurs de ce qu'avait dit il y a de cela 2 semaines et demie le patron de la Fed, Jérôme Powell, lors du sommet de Jackson Hole. Donc, discours officiel des banques centrales, on va peut-être réduire les rachats, alors qu'on dit réduire les rachats, attention, hein, on est encore dans de la planche à billets, on réduit juste la vitesse d'impression de la planche à billets, pour parler de manière vulgaire. On est encore loin du fait où la Banque centrale demande à ce que les États, les entreprises remboursent les obligations que la Banque centrale a achetées, et encore loin de perspectives de remontée de taux, hein. C'est juste, voilà, on laisse entendre que l'on va réduire la vitesse d'impression monétaire, en rassurant les marchés que l'inflation est temporaire. Ça, c'est le discours officiel. Ça, c'est plutôt, on va dire, positif pour les marchés. Deuxième actualité, aussi positif sur les marchés, c'est l'actualité géopolitique, avec un réchauffement. On se pose la question, est-ce qu'il va y avoir un réchauffement des relations sino-américaines? Donc le président américain Joe Biden et son homologue chinois, hein, Xi Jinping, se sont parlé au téléphone pendant environ 90 minutes. Donc enfin depuis en 7 mois, c'était le silence radio entre les deux présidents. Donc là, il y a eu une vraie discussion téléphonique, a priori constructive, hein, d'après les analystes, hein. Donc leur premier entretien avait pour objet d'évoquer la concurrence entre les deux premières économies de la planète, et aussi les moyens de prévenir d'éventuels conflits. Donc ça, c'est plutôt une nouvelle, on va dire, qui est plutôt aussi positive. Alors, là où c'est un peu moins, là c'est un peu moins gai, c'est la troisième type d'actualité, c'est l'actualité macroéconomique, avec dans les faits une inflation qui ne veut toujours pas baisser. Donc les investisseurs ont pu voir que les prix à la production aux États-Unis avaient atteint 8,3% sur un an en août. Donc c'est énorme, hein, c'est le rythme le plus soutenu jamais observé depuis que cette statistique existe, donc en 2010. L'inflation, alors en zone euro, donc l'inflation est désormais attendue à 2,2% cette année, avec une poursuite, hein, c'est ça qui est plus inquiétant, c'est pas tant le fait d'être à 2,2%. Je rappelle que l'objectif d'inflation de la Banque centrale européenne est de 2%. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est qu'il y a des anticipations de poursuite, de remontée de l'inflation des prix cet automne, en raison notamment des prix du pétrole. Troisième gros point, le problème des pénuries est loin d'être réglé, hein. On a des pénuries pour tout, hein, de jouets, de matériaux, de médicaments, c'est plus inquiétant. Et là, je vous cite un article, hein, de Ouest France,
pénurie de pâtes, de jouets ou matériaux, les 5 principales raisons en France et dans le monde. Donc là, voilà, c'est quand même un journal, voilà, Ouest France, c'est un journal qui a pignon sur rue, hein, c'est pas un journal complotiste. Donc les 5 points qui expliquent les pénuries, hein, selon eux, donc on a l'impact climatique, hein, avec de très fortes chaleurs au Canada, aux États-Unis, et des pluies et une humidité très forte en Europe de l'Ouest. Donc il y aurait eu un impact notamment sur tout ce qui est matières premières agricoles. Donc on a les monopoles de production, donc avec des pays qui concentrent depuis quand même maintenant des années les outils de production. La désindustrialisation des pays occidentaux et notamment française, donc ça c'est le corollaire du point au-dessus. On a un embouteillage dans les transports, hein, le protocole sanitaire qui est toujours en vigueur sur la planète, hein, tout ce qui est fret et tout, dès qu'il y a une personne de l'équipage qui est suspecté d'avoir le Covid, on met tout le monde en quarantaine, donc du coup ça crée des goulots d'étranglement dans le trafic, dans le trafic maritime. Et on a, toujours selon Ouest France, une offre incapable de suivre la demande. Alors là, on cite des exemples un peu, voilà, peut-être un peu légers, hein, comme les Français qui se sont épris de bricolage durant le confinement, et donc du coup, on a des pénuries de tout ce qui est, tout ce qui est matériel de bricolage. Voilà, donc ça, ce sont les 5 idées avancées par Ouest France. Alors moi, mon opinion personnelle, qui est un peu plus, voilà, qui est peut-être un peu plus nuancée, selon moi, l'Europe et les États-Unis ont choisi de payer la facture du Covid de manière monétaire, via la planche à billets, contrairement à d'autres pays comme la Chine. On sait, on a 2 types de politiques, hein. Il y a la Chine d'un côté et d'autres pays qui ont choisi finalement d'avoir une rigueur, dans les entreprises qui doivent faire faillite, qui doivent fermer, bah, on les laisse tomber. Finalement, on sacrifie un petit peu le marché au détriment, donc en faveur d'une monnaie forte. Donc ça, c'est ce que certains pays comme la Chine ont choisi de faire. D'ailleurs, on voit que les indices chinois ne sont pas à des records historiques. Mais on a d'autres zones géographiques, notamment l'Europe et les États-Unis, qui ont choisi de sacrifier leur monnaie pour les marchés. Et ça, évidemment, bah, les pays qui produisent des services, qui produisent des matières premières, bah, ça, ils le savent. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Là encore, hein, selon moi, comme ils savent qu'il y a de plus en plus d'euros et de dollars qui sont imprimés sur les marchés, donc bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils retardent le moment de livrer bah, les produits, hein, la production de pétrole et la production de biens manufacturés qui viennent de Chine. Ils retardent, ils retiennent bah, ces produits chez eux en espérant finalement faire augmenter les prix des produits et des services qu'ils exportent. Voilà, donc ça c'est mon interprétation personnelle pour moi pour justifier que en fait toutes ces raisons qui sont mentionnées, hein, par les journaux, certes elles existent, hein, le Covid, je ne remets pas en cause le Covid, mais pour moi il y a une raison plus fondamentale, c'est pas que la valeur des produits augmente, les prix des produits augmentent parce qu'ils sont plus, voilà, ils sont de meilleure qualité. C'est juste, pour moi, c'est la valeur de la monnaie qui tend à se déprécier, notamment aux États-Unis et en zone euro. C'est mon point de vue personnel, hein, qui n'engage que moi. Et enfin, un petit focus sur la microéconomie avec des pierres, ce que j'appelle des pierres dans les jardins des GAFA et des calls. Alors aux États-Unis, hein, sur le plan micro, la séance a été marquée par le net repli d'Apple, hein, vendredi, qui a pâti de la décision d'une juge fédérale de Californie. Et donc la magistrate a interdit aux géants de Californie d'imposer aux éditeurs d'utiliser son système de paiement. Donc bah, ça c'est quand même un gros coup quelque part. Les marchés pourraient se dire, oh là là, il pourrait y avoir des lois anti-monopole qui pourraient être signées dans la foulée. En France, les géants du luxe, hein, continuent à souffrir de la menace de restriction de la Chine, hein. Donc je rappelle que le gouvernement chinois a déclaré, en visant le luxe, qu'un certain nombre d'entreprises étrangères et de personnes fortunées profitent du marché chinois, mais ne reversent pas sa juste contribution, donc en impôts, en charges sociales, bah, pour aider les ménages. Donc, bah, en général, moi je ne m'attarde pas sur la microéconomie, mais quand on voit le poids des GAFA, hein, dans les indices US et le poids des calls, hein, alors que le call, les calls, c'est les entreprises du luxe, hein, les fleurons de l'industrie du luxe en France, hein, Kering, Hermès, L'Oréal et LVMH, dans les indices européens et en particulier français, bah, forcément quand il y a une actualité qui touche ces secteurs, bah, j'en profite pour les partager avec vous.
Donc voilà, donc en résumé, donc on a quatre blocs, hein. Une politique monétaire qui va plutôt dans le sens des marchés, une géopolitique qui est plutôt positive. Par contre, on a vraiment une macroéconomie, une microéconomie qui, qui envoie plutôt des signaux, on va dire, beaucoup plus mitigés. Alors, conséquences sur les marchés. Alors, on va passer au marché obligataire. On a des taux qui se retendent, hein. Donc on a le 10 ans US qui a pris 10 points de base, hein, qui est remonté à 1,35%. L'OAT français qui est revenu à moins 0,03 après être passé en territoire positif durant la semaine. Donc ça c'est quand même à noter, hein. On rappelle, hein, si le taux français redevient positif, ça veut dire que l'État français est obligé de payer des intérêts quand il s'endette. Alors que quand il est en territoire négatif, c'est l'État français qui reçoit de l'argent en s'endettant. Et là, ci-dessous, hein, je vous ai mis un petit graphique avec l'évolution de l'indice Bund allemand, hein. Donc là, c'est l'indice obligataire allemand qui évolue dans le sens inverse des taux, hein. Je rappelle, hein, quand le prix des obligations baisse, ça veut dire que les taux augmentent. Donc là, on a vu, hein, une baisse, un effritement des obligations, du prix des obligations allemandes, donc qui sous-tend une remontée aussi des taux d'un des pays les plus sûrs d'Europe et du monde. Alors aussi en conséquence de ça, hein, on a des marchés actions qui se crispent sans pour autant céder à la panique, hein. Donc on a un Dow Jones qui a enchaîné 5 séances de baisse. Bon, ok, 5 séances de baisse après tous les records qu'il a établis, mais bon, on a déjà vu ça en juin, donc on n'est pas, voilà, on n'est pas dans des situations dans du jamais vu depuis 3 ans, 4 ans, 10 ans. Et puis au niveau français, hein, on a un CAC 40 qui n'arrive plus à repasser, hein, les 6700 points. Vous vous souvenez, hein, la semaine dernière, j'avais évoqué un bull trap, puisque le CAC 40 avait passé momentanément les 6700 avant de finir la semaine dernière en dessous de 6007. Cette semaine, il a repassé 6007, donc on s'est dit tiens, et puis il a rebaissé, hein, on a eu vraiment une faiblesse. Et quand on regarde un peu un graphique un peu plus, euh, un peu plus long terme, hein, qui remonte depuis le début août, on voit qu'il y a quand même un affaiblissement de la tendance, hein. On voit qu'on a des sommets, hein. On a eu le sommet à la mi-août, hein, de 6900 points. On a un deuxième sommet à pas loin de 6008, un troisième sommet à 6750. Donc on a des sommets qui sont de plus en plus bas. Donc on a vraiment des indices qui ne vont plus de l'avant. Mais on n'est pas du tout encore dans une tendance baissière, hein, puisqu'on a encore ce support situé à peu près à 6500 points qui pour le moment tient le coup. Donc voilà, donc on a des marchés actions qui sont voilà, qui se cherchent, qui se tendent un peu. Alors cela est confirmé par un autre indicateur, hein, sur les actions qui est ce qu'on appelle la volatilité implicite, hein. C'est qui est un indicateur qui mesure quelque part c'est ce qu'on appelle l'indicateur de la peur, hein. Et on observe durant ces derniers jours une remontée de la volatilité implicite, hein, qui repasse les 20% à 20,5% après être resté pas mal de temps, voilà, aux alentours de 18%. Alors là encore, hein, pas de panique, hein, une volatilité implicite à 20,5%, on est loin, voilà, on est loin du crack, on est encore loin, voilà, de la méga crise, hein. Je vous rappelle que lorsque Lehman Brothers a fait faillite en 2008 et lorsqu'on était en plein cœur de la crise du Covid en mars 2020, je vous rappelle que l'indice de volatilité implicite se situait à plus de 80%. Donc on est à 20,5%. Voilà, on est encore à des niveaux assez raisonnables, mais on a des indicateurs qui ne sont plus aussi verdoyants qu'il y a encore quelques semaines. Alors aussi fait en plus les métaux précieux qui sont sous pression, donc l'argent qui repasse sous les 24 dollars l'once, et je vous ai mis sous le graphique, hein, l'or qui repasse sous les 1800 dollars l'once avec une pression baissière, hein. Donc on a là c'est pareil, on a des points hauts qui sont de plus en plus qui sont de moins en moins hauts. Et on a vraiment, voilà, on sent une pression à la baisse de l'or. Alors là encore, on n'a pas une débâcle, hein, sur l'or. On a ce niveau, hein, des 1780, le support des 1780 dollars qui pour le moment tient le coup. Mais on a une petite oblique baissière qui apparaît aussi sur l'or. Et donc du coup, voilà, ce sont des indices qui montrent qu'il faut faire preuve de prudence
également sur les métaux précieux. Et pour finir sur les crypto-monnaies, donc on a eu cette semaine un sell-off sur les cryptos, une espèce de micro-crack, panique, enfin on peut appeler ça comme on veut. Et là je vous mets ce graphique avec l'Ethereum qui a perdu 20% en une semaine après avoir tutoyé à nouveau ses records à 4000 dollars pour chaque ETH. Bah là, en fait, en quelques jours, on a perdu en quelques heures même, on a perdu plus de 20% avant de se ressaisir durant la semaine, mais de rebaisser à nouveau. Donc on a encore une pression baissière qui apparaît sur les cryptos. Donc là, je vous ai mis l'exemple de l'Ethereum, mais on peut faire une analogie avec le Bitcoin. J'ai pas voulu vous inonder non plus de graphiques, c'est pas non plus le but. Alors, tout ça, c'est quand même assez peut-être surprenant, puisqu'on a à la fois des obligations qui baissent, donc des taux qui montent, donc des prix des obligations qui baissent, des actions qui baissent, une volatilité qui augmente, des métaux précieux qui baissent et des cryptos qui baissent aussi. Donc mon interprétation personnelle, pour moi, les marchés craignent un resserrement des conditions monétaires des banques centrales. Donc même si le discours officiel, c'est pas de panique, voilà, l'inflation elle est transitoire, voilà, les marchés au fond d'eux ne pensent pas que cette inflation c'est juste un pic transitoire, et ils pensent que les banques centrales préparent les marchés à un resserrement des conditions monétaires, donc qui se traduirait par d'abord une réduction du quantitative easing, ensuite un arrêt de la planche à billets, puis une remontée des taux, d'abord aux États-Unis, puis en zone euro. Deuxième point, les marchés anticipent la fin du quoi qu'il en coûte. Alors, quoi qu'il en coûte, c'est l'expression d'Emmanuel Macron, président de la République française, mais c'est aussi la politique de Joe Biden aux États-Unis. C'est un petit peu blanc bonnet, bonnet blanc. Alors, la fin du quoi qu'il en coûte, c'est on va arrêter les perfusions aux entreprises, aux ménages. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Si on arrête par exemple tout ce qui est tous les mécanismes de PGE, des prêts garantis aux entreprises, on risque d'avoir une augmentation des faillites des entreprises à cause de l'arrêt du PGE. On va avoir la fin du chômage partiel. Et donc du coup, les personnes qui sont encore au chômage partiel risquent de devenir des chômeurs tout court. Et avec en corollaire une remontée du taux de chômage. Et enfin, dernier point, qui n'est pas du tout, les médias n'en parlent pas beaucoup. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'économistes qui en parlent, à part peut-être, je crois, Marc Zouatik, qui parle de ce risque. Ce sont les élections législatives en Allemagne. Donc, je vous rappelle, Angela Merkel a tout fait pour, quelque part, pour venir en aide durant ces dernières années aux pays, on va dire, dits cigales de la zone euro, notamment en faisant pression elle-même sur la BCE pour qu'elle fasse sa planche à billets. Néanmoins, on sait, il y a de grandes chances que les personnes en fait qui vont reprendre le parti qui va reprendre la relève d'Angela Merkel en Allemagne soient beaucoup moins accommodants vis-à-vis de la politique de la Banque centrale européenne. On rappelle, les Allemands, depuis ce qui s'est passé lors de la République de Weimar en 1923 avec l'hyperinflation qui aboutit à terme à l'arrivée des nazis au pouvoir, les Allemands sont très frileux de l'inflation. Et donc l'arrivée d'un nouveau gouvernement en Allemagne pourrait pousser l'Allemagne à se ranger du côté des pays dits frugaux, Pays-Bas, Autriche, de manière à ce qu'ils orientent les politiques monétaires et budgétaires européennes davantage vers la lutte contre l'inflation et la réduction des déficits publics. Et ça, évidemment, si la priorité de la BCE sous la pression de l'Allemagne devient la lutte contre l'inflation et la réduction des déficits publics, là forcément on risque, les marchés ne vont pas du tout apprécier. Donc ça c'est voilà mon interprétation personnelle sur les trois points qui font que les marchés peuvent ne pas se sentir à l'aise. Alors mes stratégies personnelles. Alors moi ce que j'ai fait en fait j'ai deux types de supports, les supports patrimoniaux, donc tout ce qui est assurance vie, PER, voilà tous mes supports dits patrimoniaux, je privilégie des stratégies équilibrées qui mixent actions, obligations, matières premières, private equity, produits structurés, un peu de cash pour faire des arbitrages, de la SCI, SCPI. Voilà, donc je privilégie une approche vraiment équilibrée parce qu'on ne sait jamais, si jamais les actions se remettent à monter, on a une déclaration d'une banque centrale,
je sais pas, de la Fed ou de la BCE qui relance la planche à billets, bah, on pourrait très très bien avoir un CAC 40 qui part à 8000, 9000 points, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de, y a pas de limite, hein. Une banque, c'est la banque centrale a le pouvoir de mettre les indices actions là où elle veut. Donc du coup, bah, je garde un petit peu d'actions hein, quand même dans mes supports patrimoniaux, mais je diversifie avec d'autres actifs qui ne sont pas forcément corrélés avec les politiques monétaires des banques centrales. Et sur mon compte de brokerage, hein, donc qui permet d'avoir des portefeuilles avec des effets de levier hein, qui peuvent aller jusqu'à 100, bah là, pour le coup, qu'est-ce que je fais? Je réduis l'effet de levier. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai allégé mes positions sur les matières premières, les métaux précieux notamment. Alors, bien que sur le long terme, je sois plutôt positif sur l'or, j'ai pris une partie de mes bénéfices sur les actions, hein, notamment sur le CAC 40, et bah, j'hésite pas hein, à acheter des couvertures hein, sur les actions, hein, notamment j'ai acheté une option de vente, hein, on appelle ça un put, sur le Dow Jones hein, dans la zone des 35 100 points. Voilà, donc ce sont voilà, des stratégies personnelles pour un petit peu prendre en compte ce qui se passe un petit peu sur les marchés et que j'applique. Alors je termine cette vidéo par des disclaimers, hein, vous le savez, moi enfin, sur cette chaîne on vend pas de rêve, hein, on vend pas voilà, de solutions miracles. Je rappelle, hein, premier point, chaque situation patrimoniale est différente. Aussi, si vous n'êtes pas un expert sur les marchés, rapprochez-vous de votre conseiller en investissement en gestion de patrimoine. N'essayez pas de euh, répliquer bêtement ce que tel ou tel influenceur peut vous dire, hein, y compris moi, la stratégie que j'ai fait sur mon propre portefeuille. Voilà, il faut pas que vous cherchiez à tout prix à la répliquer. Voilà, prenez les informations que je vous donne et partagez-les avec des experts si vous n'en êtes pas un. Alors j'essaierai de faire une vidéo hein, quand j'aurai un peu le temps pour vous donner des éléments pour bien choisir votre conseiller en gestion de patrimoine. Parce que bon, après 20 ans d'expérience dans la finance, j'ai côtoyé beaucoup de CGP, hein, que ce soit à titre professionnel ou à titre personnel, puisque j'ai fait pas mal d'investissements via des CGP. Donc voilà, je peux vous dire un petit peu quels sont les éléments pour bien choisir votre conseiller. Alors, je vous mets aussi un extrait du disclaimer hein, qui est posté par mon broker, hein, donc qui dit clairement hein, sur son site hein, les CFD sont des instruments complexes et qui présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. Entre 74% et 89% des comptes d'investisseurs non professionnels, donc qui ont été ouverts chez ce broker, perdent de l'argent. C'est énorme. On est quasiment entre 75% et 90% bah, des comptes qui sont ouverts chez le broker en question qui sont en négatif. Hein. C'est le broker qui le dit, qui l'affiche sur son site. Et pourtant, c'est un très bon broker. Alors, je ne fais pas de pub ici pour les brokers, c'est un très bon broker. Hein. Je suis client chez eux depuis 15 ans. Si c'était un mauvais broker, ça fait longtemps que je serais parti. C'est pourtant un très bon broker et malgré tout, eux-mêmes affichent des statistiques de perte d'argent chez les investisseurs qui sont absolument énormes. Encore une fois, voilà, n'essayez pas, si vous n'êtes pas un expert, de faire tout par vous-même et partagez bah, toutes ces vidéos, tout ça avec vos conseillers. Et enfin, je rappelle, hein, encore mieux qu'un long discours, hein, le lien de la vidéo sur mes principales erreurs commises durant ma carrière d'investisseur. Donc je vous mets le lien en dessous. Donc vous tapez aussi sur YouTube, hein, mais sur ma chaîne, hein, Conquérir votre liberté financière, principales erreurs, vous tomberez sur la vidéo. Donc c'est une longue vidéo d'1 heure, donc n'hésitez pas à la visionner, hein, je partage avec vous vraiment toutes les erreurs que j'ai pu faire sur l'ensemble des classes d'actifs en 20 ans. Et voilà, j'ai pas honte de vous dire que j'ai moi-même fait des erreurs et justement vous encourage à ne pas prendre tout ce que je dis pour argent comptant, mais à vous faire vous-même votre propre analyse. Voilà, bah écoutez, je vous remercie en tout cas pour votre attention, votre écoute, et puis bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne semaine, et je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur un point de marché sans doute. Voilà, bah écoutez, bonne journée et bonne fin de week-end. Au revoir.